le monde, bienvenue à notre nouveau podcast « Si tu me racontais, passionné d'antiquité » avec Michel Prince. Donc, je me présente, Marco Prince. Je suis avec Michel Prince. Bonjour Michel. Salut, mon garçon. Donc, on a eu l'idée de mettre sur pied un petit podcast où Michel rencontre des gens du domaine de l'Antiquité au Québec. Donc, que ce soit des piqueurs, des collectionneurs, des amateurs d'Antiquité ou quelconque personne qui a un lien avec le domaine de l'Antiquité, de façon à ce que ces personnes-là nous lèguent leurs histoires, leur amour, puis qui viennent nous parler de ce qui les passionne, en fait, en tant que tel. On a eu, à travers le temps, au Québec, on a eu Jean Palardy, on a eu Michel Lessard, qui nous ont légué des images, des livres avec des descriptions de pièces précieuses de notre patrimoine. Mais en arrière de tout ça, il y a toute l'histoire de la découverte de cette pièce-là, des gens, des amateurs, des collectionneurs qui ont permis de conserver cette pièce-là, puis qu'elle se rende en 2023, je veux dire, avec nous, en bon état et tout. Donc, c'est un peu le but qu'on s'est fait en jasant, décider, bon, il faudrait trouver un moyen de pouvoir amener ces gens-là avec Michel pour discuter, pour jaser de leur histoire, puis que ça puisse rester dans le futur là, avec nous autres. Donc, je m'excuse, je suis un peu nerveux, là, c'est notre première fois. Pour l'instant, c'est aujourd'hui, ça va être Michel qui va nous parler un peu de son histoire à lui, comment il a commencé l'Antiquité, puis on verra où ça va aller. C'est pas tout défini. Puis, avec le temps, en invitant d'autres gens, ça va probablement évoluer. Puis on verra. Même chose pour l'équipement, la qualité du son et tout. Mais on espère que vous allez aimer ça. Donc, bonjour Michel. Salut. Tu devais avoir hâte que je parle, hein? Non, mais... T'es bon. Non, mais on a vu, avec à la télévision, actuellement, il y a plusieurs émissions qui sont sur l'Antiquité. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a de la place. Il y a de la demande. Il y a des gens qui aiment ça, qui entendent parler d'Antiquité. Même moi, depuis que je suis tout jeune, je veux dire, quand je vous entends, les plus vieux, les antiquaires, jaser de vos histoires de picking, vos histoires de collection, puis de voir vos yeux s'illuminer quand vous parlez d'une pièce et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est super intéressant. Puis on le voit, là, justement, là, la fièvre des encans à Historia, il y a Sous la poussière, il y a American Picker, il y a plein d'émissions là, qui sont constamment à la télévision. Donc, il y a beaucoup de passionnés. Donc, on espère que ça va venir les rejoindre. Puis, on va partir ça immédiatement. Là. Fait que c'est sous forme d'échange, de discussion. Aujourd'hui, Michel va se présenter. Puis, bon, on va essayer d'inviter d'autres gens là, dans les prochaines émissions pour qu'eux aussi viennent avec Michel nous raconter leur histoire. Donc, Michel, peut-être juste en commençant, comment tu as commencé t'es un antiquaire là, au centre du Québec depuis combien d'années? 48 ans. 45-48 ans. Ouais. Comment ça a commencé tout ça? Je veux dire, c'était-tu un rêve de jeunesse ou comment on devient piqueur? Sans que ça soit un rêve de jeunesse, je pense que j'ai toujours aimé marchander des affaires. Fait que quand j'étais petit, je pense que je cherchais à échanger des crayons avec des crayons meilleurs avec mes amis. J'échangeais des pièces de bicycle à pédale. Plein d'affaires que c'était ça ma passion de marchander, payer quelque chose 10 piastres pour le vendre 12 piastres ou peu importe le côté monétaire, mais surtout j'aimais ça le challenge de gagner ou de découvrir des choses puis de les revendre plus cher que je les avais trouvées. Fait que ça l'a fait que dans mes premières années, lorsque j'avais 18-20 ans,
on aimait les antiquités à cause que quelqu'un qui était ami avec nous avait parlé d'une petite table, puis nous avait parlé d'une association d'amateurs d'antiquités à Victoriaville. Fait qu'on était allé à une rencontre, puis là, on avait été épatés d'entendre, moi et ma femme, d'entendre plein de gens parler de leur collection de lampes à l'huile ou de vieux fusils ou de anciens meubles qu'ils étaient fiers de posséder, puis tout ça. Fait que ça a été un peu le début du charme de ça. Puis moi, je travaillais dans une usine de hockey, puis à un moment donné, avant d'avoir travaillé à l'usine de hockey, où ce que je demeurais, il y avait un monsieur qui commerçait du vieux métal, puis qui commerçait un petit peu d'antiquité. Puis le soir, moi, j'allais voir qu'est-ce qu'il avait trouvé dans son camion. Puis là, il me parlait qu'il avait trouvé telle affaire, puis qu'il vendrait ça à un monsieur à 2 fois, qui était le plus reconnu pour acheter des antiquités dans les années 60, 65, 70. Ça s'appelait M. René Baudouin, un peu le pionnier de tous les antiquaires du coin. Ouais, tout le monde a entendu parler des frères Baudouin qui étaient mettons, les kings pour récupérer des antiquités de 25-30 différents fournisseurs qui parcouraient les campagnes. Fait que moi, de fil en aiguille, à chaque soir, j'allais m'asseoir sur la galerie, puis il me disait des affaires, comment il vendait les lampes à l'huile, puis tout ça, puis ça me charmait, puis je m'étais dit, ils vont me faire une belle collection de lampes à l'huile, puis chaque fois qu'il revenait le soir, ben, il me montrait qu'est-ce qu'il avait trouvé. Des fois, il n'avait pas que j'aimais, puis mais de fil en aiguille, on s'est mis à aimer ça, puis j'ai comme découvert que les prix variaient d'une place à l'autre. À Victoriaville, il y avait 10, 15, 20 camions qui revenaient le mercredi soir avec des chargements extraordinaires. Ça, c'était le fun. Marco, je pense que tu en as déjà parlé. Puis là, moi, je courais d'une place à l'autre en arrière des parkings d'hôtels pour voir les camions arriver chargés comme des mules, puis de voir toutes les découvertes. Puis les gars allaient fêter un peu, se récompenser à l'hôtel Mais là, à ce moment-là, toi, tu connaissais rien de ça? Ah non, là, je connaissais très peu, à part que mon monsieur, qui s'appelait Monsieur Dumas, puis que lui, il me disait des petits in, là. Mais lui, c'était un monsieur qui était à 60, 70 ans, qui faisait ça à sa retraite, récupérer du métal et un peu d'antiquité, qui le revendait à 2 fois. Fait que j'ai appris quelques prix, mais ça m'a comme piqué un peu. Puis là, j'ai parlé avec des antiquaires qui circulaient avec des camions. Comment tu vends ça? Puis tu me le vendrais-tu tel prix? Tout ça. Puis il venait un temps que je guessais un peu qu'un tel était plus cher que l'autre dans son camion. Donc, pour meubler notre chez nous, à moi puis Pierrette, j'ai acheté quelques items. Okay. Ça, c'est les tout débuts, là, mettons, on va dire, les premières années là, qu'on a aimé l'antiquité. Mais je n'étais pas commerçant encore. Je travaillais à l'usine. À un moment donné, il a manqué de travail. À peu près? J'avais 21, okay. 20 ans alentour de... Puis là, quand il a manqué de travail à l'usine, je me suis acheté un vieux camion là, pour 800 $. Puis je me suis mis à parcourir les campagnes pour trouver des chaises. Puis il y avait un monsieur qui s'appelait M. Poirier, qui était un peu pas mentor, mais qui était un expert en vaisselle et en antiquité à Victoriaville, que lui, il m'avait dit, si tu trouves des choses, tu viendras me montrer, moi, t'es acheté. Fait que moi, j'achetais des choses, puis j'allais y montrer, puis là, il m'y achetait. Fait qu'il a pris soin de moi pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Par la suite, il y a un autre monsieur qui était un antiquaire, mettons, qui détaillait ces choses en Ontario. C'était un monsieur Gendron, qui est devenu mon principal acheteur, puis qui m'a montré mettons, comment reconnaître les bons morceaux, puis comment mettons, les payer ou les vendre. Puis par rapport à ça, là, avec mon épouse, on s'est mis à aller commercer un peu partout. Dans les maritimes. Ça, c'est assez à ce moment-là pour faire une paye, dans le sens... ouais. Ouais, tu sais. C'était pas une sideline. Là, c'était pas une sideline. Là, c'était le petit gars passionné qui courait les campagnes, qui se présentait, puis qui disait bonjour, avez-vous des antiquités à vendre, puis qui faisait des offres pour des items, puis qui probablement en laissait beaucoup sur le chemin parce qu'il connaissait pas ça, mais qui était fier d'acheter quelques items, puis de les revendre avec un profit et de un peu fêter. Dans les premières années aussi, il faut se rappeler que les antiquités, ça fonctionnait 5, 6, 7 mois par année. Tous les antiquaires
la plupart des antiquaires, là, on va dire les grossistes, ceux qui achetaient en volume, c'était des granges, puis c'était fermé. Fait qu'au mois d'octobre, au changement de l'heure, c'était fini. Les barrières se fermaient, puis les messieurs, ils arrêtaient d'acheter jusqu'à la fonte des neiges, jusqu'au printemps d'ensuite. Fait qu'on avait 5, 6 mois ou 7 mois, je dirais, là, pour se mettre à acheter des items, puis les revendre, puis faire des sous. Puis si on en trouvait par après ça, parce que c'était l'hiver, puis les chemins étaient bien plus enneigés qu'aujourd'hui, des camions qui étaient faciles à conduire, des 4x4, puis tout ça, là, 35, 40 ans, il n'y en avait pas beaucoup, ou c'était cher, en tout cas, je me souviens pas. Tout ça faisait qu'on n'allait pas commercer dans l'hiver, là, les 10, 15, 20 antiquaires qui, au fil des ans, vont vous présenter, puis qui vont raconter des histoires, vont vous dire la même chose. Fait que ça, c'est un peu mon mini-histoire, moi, avec mon épouse, qu'on a parcouru les Maritimes pendant plusieurs années. Quand les enfants étaient petits, ils venaient avec nous. Puis on allait chercher des voyages partout, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, en Ontario. Puis même à Terre-Neuve, qu'on est allé visiter quelques fois pour rapporter des chargements. Okay. Quand les enfants ont commencé à l'école, ben tranquillement pas vite, je me suis, on va dire, emmené quelqu'un avec moi. En esco, ça a été mon demi-frère qui s'appelait Jean-Guy, qui est venu commencer avec moi 2-3 ans. On partait le dimanche, puis on revenait le mercredi soir avec un chargement. On le vendait le jeudi. Mon monsieur Gendron, qui achetait mes choses pendant 4-5 ans, a eu une opération du cœur. Fait que M. Gendron, c'était comme ton mentor. C'est un monsieur là, qui était très cultivé, qui m'a guidé, puis c'était un monsieur aussi qui était comme bien structuré, un monsieur anglophone un peu, puis qui était sévère, puis qui m'a un peu organisé dans le sens que Michel pense à ci, pense à ça, fais pas ci, fais pas ça. Il m'a donné des règles de conduite un peu qui faisaient que j'étais assez gentil en faisant du porte-à-porte. Et puis que ça faisait que, mettons, on va dire, on avait du succès peut-être différent d'autres personnes qui étaient un peu moins, on va dire, moins disciplinés que nous autres. Là. À cause de lui, on a bien fait. Par la suite, il y avait un monsieur qui achetait toute notre vaisselle. Il s'appelait M. Marcel Gosselin, qui était, un passionné, un travaillant extraordinaire, 7 jours par semaine, dans sa grange à Saint-Albert près de Viteuil. Lui aussi m'a acheté beaucoup d'items. Il était spécialisé dans différents items. Je apportais à lui. Par la suite, mettons, mon monsieur Gendron en question, lui, il a eu une crise de cœur, puis il est parti à Vancouver. Okay. Son fils, qui s'appelait Guy Gendron, avait une grosse entreprise. Marco, toi, tu t'en rappelles, c'est vrai, tu te rappelles de ça. Fait que lui, pendant des années, il était un gros acheteur d'antiquités au Québec, aussi gros que les monsieur Germain Langlois, qui avait une grosse enquête à Saint-Hyacinthe, aussi gros que plein d'antiquaires, là, que au fil des temps, avec différentes histoires qu'ils allaient entendre, on va vous les présenter, puis on va parler d'eux. Parce que ça a été les pionniers, ça a été les piliers qui ont aidé à nous autres, les jeunes, je dirais, la jeune génération qui ont rendu, on est rendu à 60, 70 ans. On a pris la relève des ceux qui avaient commencé ça dans les années 55-60. Fait que ça l'implique... C'est des années 55-60, tu dirais que ça... Comme... Je pense que dans les années, pour pas compter de mensonges, là, aux alentours des années 50, là, il y avait très peu d'antiquaires. C'était des messieurs qui étaient... quelques-uns qui s'appelaient Monsieur Brakeman, Monsieur... son nom, c'est méchant. Monsieur Baron, je crois. Quelques-uns qui venaient de d'autres pays, là, comme le nom m'échappe, là. Mais, mettons, on va dire encore une autre affaire que je vous dirai plus tard. Ces gens-là partaient en auto, puis s'en allaient genre à Saint-Jean-Port-Joli, puis il n'y avait pas de moyen de transport. Fait qu'ils achetaient des choses en campagne, ils récupéraient ça avec un cheval, ça s'emmenait à la gare, soit à Montmagny, soit à Saint-Jean-Port-Joli, soit à Baie-Saint-Paul. C'est différent les premiers de toutes, là, ils achetaient des antiquités avec un cheval et une voiture. Puis ils amenaient ça au train. Puis le train, ils shippait ça par wagon à Montréal parce qu'il y avait quelques-uns qui avaient des boutiques à Montréal. Okay. Tout ça. Ça, c'est dans les premiers de toutes que nous, on a connus. Puis il y avait un monsieur ou deux qui venaient de New York, que j'ai déjà entendu parler et que j'ai vu l'histoire. Ça, ces messieurs-là là, ont été comme les pionniers dans les années 50-55 à transporter des antiquités, mais
c'était des antiquités là, vraiment de notre patrimoine de haut niveau, là, des portes sculptées, des horloges importantes, des pièces un peu bourgeoises qui avaient été faites par les ébénistes. Pas nécessairement des pièces là, que nous, on a trouvées par après dans les campagnes un peu moins, mettons, on va dire, mais dans les premiers temps, là, les pièces qui étaient transportées un peu partout à Montréal, dans les grosses villes, à Toronto, à New York, c'était des pièces de haut niveau que personne n'avait d'intérêt parce que la plupart du monde, quand ils faisaient du ménage, ils envoyaient ça sur le tas de roche ou ils faisaient brûler. Que j'ai entendu dire et que j'ai vu un peu. Fait que là, on est rendu que nous, on est la génération, là, mettons, on va dire, je pourrais vous nommer toutes les frères Chauvette, Benoît Rochefort, les Guy Gendron, ça, c'était la deuxième génération, on va dire, d'antiquaires. À partir des années 65, 65, j'ai eu mes cousins, moi, qui ont fait de l'Antiquité pendant 50 ans, qui ont travaillé pour les Baudouins, qui étaient la première génération. Puis là, nous autres, on a tombé, là, mettons, les plus jeunes, là, qui avaient, mettons, 25 ans des années 70. Mais on a tombé avec pas trop d'acheteurs. Les plus anciens, ils commençaient à lâcher, là. Ils trouvaient qu'il y avait moins d'antiquité, puis ça leur fait que là, c'est nous, la nouvelle génération, on va dire qu'on, entre guillemets, nouvelle est un grand mot. Mais, mettons, on va dire, on a pris la relève un peu, puis on a développé des boutiques qui étaient ouvertes à l'année longue, 12 mois par année. C'était pas en mode dans les années 70. En 75-80, on a commencé à avoir des bâtisses qui étaient chauffées. Il y avait M. Desrosiers aussi, qui a été un super pionnier aussi dans la région de Saint-Louis-de-Benford. Il récupérait beaucoup d'antiquités. Puis d'autres qui étaient dans le bout de Neuville, un monsieur très important, là, qu'encore pareil, on parlera plus tard parce que le nom va m'en c'est pour dire que on a eu de l'aventure en tabarouette, puis pour dire aussi qu'on apprenait sur le tas. Dans ces années-là, il n'y avait pas de livres. Dans ces années-là, on n'avait pas de... Pour aller chercher qu'est-ce que vous saviez, puis non, puis ça s'est vendu, puis... On n'avait pas d'informations beaucoup, il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait pas de livre qui disait, je sais pas, tel jouet vaut tel prix, comme aujourd'hui, on peut faire une petite recherche qu'on trouve, là. Anciennement, il n'y avait pas ça. C'était du gambling. C'était pile ou face. Je devrais-tu l'acheter? M'as-tu avoir mon prix, mais j'essaye de le vendre? M'as-tu avoir de l'intérêt pour ça? Fait qu'il y a eu un bon cheminement pendant 10-15 ans qu'on était comme au gré des vents. Et puis, si on trouvait quelque chose en revenant d'un voyage d'antiquité, d'un voyage de recherche, puis on trouvait quelque chose de différent ou important, ben là, on s'informait à d'autres piqueurs comme moi j'étais, d'autres gars qui allaient à la chasse à l'antiquité. Hey, comment t'as déjà vendu ça? Toi, comment ça vaut, ça? Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu mieux que l'autre fois? C'est-tu mieux? C'est-tu? C'est quoi? Puis là, par rapport à ça, on se bâtissait un peu des connaissances, puis des signes de pièces allaient avec les connaissances qu'on avait dans ce temps-là. En gros, ça ressemble à ça. Ça, c'est un bout. Là. Mettons, Non, mais fait que ça veut dire... tu dois peut-être tromper. Oh, mon Dieu. Parce qu'on entend souvent parler... quand on écoute le bon, on entend les bons coups, mais j'imagine que c'est comme dans tout. Là, il y a autant de mauvais coups qui ont précédé le bon coup, qui t'ont permis d'apprendre ou qui t'ont permis de comprendre que... Tu l'as échappé. Tu l'as échappé. Ben, t'as bien raison. C'est vraiment de même que ça s'est passé. C'est juste c'est du cas par cas, mais toujours en comparant avec qu'est-ce qu'on avait déjà vendu ou qu'est-ce qu'on a déjà eu. Puis aussi en suivant le marché, parce que le marché a trop changé. Les goûts ont changé, les goûts ont évolué, parce qu'il y avait plus d'émissions de télévision. Dans les années 70, c'est venu à la mode qu'il fallait décaper. C'était suggéré d'aller chercher le meuble au bois, d'aller ôter la peinture, puis le décaper au bois. Donc, pendant une certaine escousse, moi, j'avais même un antiquaire qui venait de l'Ontario, qui avait un entrepôt en avant de mon loyer, dans les années 73, peut-être 72, 73, puis il m'engageait pour gratter les meubles direct au bois, puis lui, il disait, faites-vous-en pas, Michel m'a reparti avec les 30 armoires, puis rendu chez nous, nous autres, on va les refinir, une belle couleur, avec une belle huile, puis tout le kit. C'était ça la mode des... Fait que ça fait qu'il y a plein de meubles de collection qui ont été mis à nu. Puis aujourd'hui, la tendance est de garder les couleurs d'autrefois. Fait que là, c'est comme quand on parle d'évolution, il y a eu différentes époques, différents goûts.
Là, on est revenu aux couleurs d'origine. C'est ça le plus important qui donne de la valeur aux pièces. Entre autres. Mettons. Peut-être revenir un peu en arrière. Là. Ouais. Ce serait quoi le premier morceau, je dirais, d'importance que tu te souviens? Que aujourd'hui encore, là, tu dis, hey, ça, là, c'était mon premier vrai morceau. Là, Mais bon, j'en comptais une qui n'est pas nécessairement importante. Mais quand, mettons, j'avais 17 ans, je me promenais en bicycle à pédale dans la ville de Victoriaville, j'allais travailler, puis quand je revenais de travailler, je regardais partout, puis je me disais, oh, peut-être cette maison-là, c'est potentiel, peut-être qu'il y a des antiquités, je suis gêné, j'y vas-tu, il demandait si elle a de l'antiquité. À un moment donné, il y a un monsieur... La gêne, là, mon Dieu, parce que moi, je parlais pas à personne, mais quasiment, je veux dire que j'étais gêné un peu. Fait qu'à un moment donné, j'ai spoté un monsieur et une madame qui étaient sur la galerie le soir à 5h, 5h30 ou 6h, en revenant de travailler. Puis je me décide, puis j'arrête, je lui dis bonjour. Puis je lui dis qu'il achetait de l'antiquité. Puis là, ils me disent, on a une vieille glacière en bois dans le sous-sol, dans la cave. Ah, moi, je m'en vais voir ça. Fait que là, moi, j'ai dit, comment vous me demandez pour ça? Puis ça, c'est là 48 ou 50 ans. Il m'avait dit, c'est 5 $. Là, moi, j'étais tout content d'avoir découvert ce morceau-là, mais je savais pas comment ça valait. Là, c'est la première fois. J'aimais, c'était parce que c'était de l'antiquité. Mon vieux monsieur, lui, qui était ramasseur de métal, il m'avait dit, Michel, si tu trouves quelque chose, moi, je peux te le vendre à 2 fois. Okay. Fait que là, moi, on demeurait en Sainte-Famille dans Victoriaville. J'étais allé voir mon beau-père, mon deuxième père. Puis j'avais dit, Pat, tu viendrais-tu m'aider chercher une vieille glacière on aurait besoin d'un véhicule. Elle va être sortie dehors sur le bord de la cave. Puis lui, il était fâché, puis il avait honte de ça en tabarouette. Fait que là, il avait dit, c'est la première et la dernière fois que m'a allé chercher ça pour toi. Moi, j'en veux pas des cochonneries dans mon truck, dans mon auto. Fait que là, je suis allé chercher ça, puis je l'avais amené à mon monsieur. Puis mon monsieur, il l'avait vendu 12 $. Oh là, je vous dis que c'était tout parce que je travaillais, puis je gagnais 1 $ de l'heure. Fait que là, lui, il avait gardé, je sais pas comment il avait gardé de profit. En tout cas, il me l'avait vendu 12 $. Fait que ça, c'est un morceau qui m'a marqué dans le sens que... Un de tes premiers morceaux que... Même si mon père était pas content, j'ai réussi à le gagner, qu'il vienne chercher ça, puis là, je te dis que... L'autre morceau que je peux raconter rapidement, c'est... Je sortais avec une belle petite madame qui s'appelait Pierrette Croteau. C'est ma femme depuis toujours. C'est la mère de Marco. C'est la mère de mes enfants. Puis, elle avait, mettons, 17-18 ans. Puis ma belle-mère, elle disait à ma Pierrette, elle disait, hey, j'espère qu'il va se trouver quelque chose à faire. J'espère qu'il ne fera pas toujours ramasser des cochonneries comme ça. Fait qu'elle n'était pas fière pantoute que moi je ramasse des antiquités. On était des guinéos. Puis elle ne créait pas à ça pantoute que je pouvais gagner ma vie avec ça. Fait que ça, c'est l'autre morceau d'histoire que je peux dire, il y a 50 ans, ce que le monde pensait de quelqu'un qui ramassait l'antiquité. Exemple. Puis, mais juste en revenir ton premier morceau, mais un souvenir là, d'un premier morceau que tu as passé dans tes mains, tu savais peut-être pas à ce moment-là là, que ça l'était, là, mais que là, avec en y repensant, là, tu disais, hey, ça, je peux dire que hey, j'aimerais ça revenir à cette journée-là. Ou peut-être c'est un morceau aussi, un des premiers morceaux que tu as encore aujourd'hui, que tu as gardé dans ta collection ou avec toi. Là. Mais quelque chose qui... comme probablement n'importe qui fait n'importe quel métier, je pense qu'à tout bout de champ, il y a des aventures extraordinaires qui nous arrivent. Moi, j'en ai des dizaines et des dizaines là, qui sont le fun à raconter, puis que peut-être en placotant avec d'autres collectionneurs, d'autres antiquaires plus tard dans des podcasts que je parlerai, mais c'est incroyable le fun qu'on peut avoir de découvrir quelque chose qui est sans intérêt pour quelqu'un, puis parce que nous, on a des contacts, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a le goût de le transporter ou d'en prendre soin, ça devient un trésor. Fait que là, je peux dire qu'à un moment donné, je m'étais acheté un camion neuf. Puis la première journée que je suis allé avec mon camion, on aurait dit que la chance courait après moi.
à partir du matin à 9 heures le matin à rencontrer des gens, à prospecter dans les porte-à-porte. Mon camion, à 4 heures dans l'après-midi, était rempli complètement, puis mon panneau de camion était baissé. Puis au moment que c'était une des maisons suivantes que je faisais, j'ai découvert une armoire point de diamant, un bahut point de diamant, qui manquait une porte. Okay. Puis le monsieur avait convenu le prix avant de me l'envoyer regarder dans son moulin assis à l'arrière de son entreprise. Il m'avait dit, j'ai une vieille armoire, là, mais vas-y pas si t'as pas tel montant d'argent, j'en ai besoin de mettre des outils. Okay. Fait que moi, je suis allé là vite, là, puis je vous raconte ça comme ça. Puis là, il me dit, j'ai dit, ben, où l'autre porte? Parce que anciennement, si on parle de 15-20 ans, quand il manquait une porte après un armoire, c'était comme majeur. Même une pointe de diamant, c'était comme, les signes de pièces étaient différents. Là, il m'avait dit, le monsieur, je ne sais pas où il allait, mais il dit, je pense que le monsieur est allé à la chasse. Puis il dit, il ne sera pas revenu avant 2-3 semaines. Mais que ça y est revenu, je te le dirai. Non, il m'avait pas dit ça. M'excuse, je me trompe dans mon histoire. Il m'avait tout simplement dit, la porte a disparu il y a longtemps, puis je sais pas où je allait. Fait que là, moi, OK, mais déjà, j'étais super content d'avoir trouvé ce morceau-là de 275 ans, exceptionnel, dont maintenant, je sais où il est dans une collection, puis toute la quête. J'ai continué à faire de la prospection maison par maison. 3e ou 4e maison de là, un monsieur m'a vendu des choses dans son garage, puis on a complété le chargement de mon camion. Puis quand il a vu sur le panneau de mon camion la vieille armoire qui manquait une porte, il me dit, aimeriez-vous savoir où est votre porte? Ah, il dit oui, moi, j'ai dit, je récompenserais le monsieur qui me dirait où est aller. Je pourrais pas remplacer ça jamais, puis ça n'a pas de valeur s'il n'y avait pas la porte. Là, il me dit, je sais où aller, moi, peut-être, mais le gars est parti à la chasse. Là, je me suis informé, ouais, mais c'est qui va à la chasse? C'est qui est allé à la chasse? Tout ça, il me le disait pas. Ah, je t'en parle pas, moi, il demandé, puis mais qu'il revienne, puis c'est ça. Fait que là, j'ai continué, moi, à faire peut-être 15 ou 20 différentes maisons en m'informant qui était à la chasse. Jusqu'au prochain village. Je ne l'ai jamais trouvé. Quand j'ai arrivé chez moi, tous les antiquaires qui venaient acheter chez nous, parce que dans ce temps-là, je ne détaillais pas, j'étais grossiste, ils disaient, Michel, tu n'ouvriras jamais la porte, là, rêve pas. Moi, je disais, oui, je peux peut-être me l'avoir à la porte, c'est pas certain, je ne vends pas l'armoire cette semaine. Et dans 2 semaines, si je n'ai pas trouvé la porte, je vais vendre l'armoire. Ben, un mardi soir, à 9 h le soir, le téléphone a sonné chez moi. Okay. Puis le monsieur, il me dit, Monsieur Prince, j'ai trouvé d'autres antiquités dans une petite shed en avant de la maison, là. Vous viendrez voir ça si ça vous adonne. Fait que là, moi, je dis, ah oui, c'est certain que moi y aller. Puis il dit, il n'y avait pas d'autres nouvelles à m'annoncer. Ah, il dit, peut-être qu'il dit, je vais arrêter ta porte aussi. Oh. Fait que là, moi, j'ai pas dormi de la nuit ou presque pas, à 6 h du matin. Là, ça, c'est le deuxième monsieur. C'était comme le 3e, 4e voisin de où je avais celui que tu l'avais vendu, c'est un autre. Mais j'ai compris l'histoire après. Quand j'arrivais chez le monsieur, là, j'ai acheté ces items qu'il avait trouvés. Puis là, sur le haut des trosses, la porte qui me manquait était déposée là. Quand moi, je lui avais parlé une semaine et demie avant, il se rappelait pas qu'il l'avait caché là, puis il voulait pas le dire. Lui, il l'avait volé chez le monsieur au Moulin-Assis, parce qu'il travaillait au Moulin-Assis. Puis dans les années 70, c'était la mode de faire des armoires point de diamant. Il avait pris la porte pour copier, pour inventer des armoires point de diamant. Fait que là, moi, j'ai dit, bon, ben là, il dit, comment vous allez me demander votre porte? Là, il me dit, savez-vous que je suis pas fou, là, moi, je sais très bien que vous êtes venu ici pour venir chercher cette porte-là. Donnez-moi ce que vous voulez. Il était content de m'aider. Fait que j'ai acheté la porte, puis ça fait que l'armoire aujourd'hui est une armoire exceptionnelle dans une collection qui est indélorable, là, présentement, parce que puis, ça, c'est un morceau. Ça avait quel âge à peu près? Juste. Je dirais, des 5-10 premières années, ça veut dire? Ouais, je dirais peut-être 15 ans. Ça veut dire 35 ans. Ouais. Non. Puis j'en ai d'autres à vous raconter. Ben, c'est exactement ce type d'histoire-là qu'on veut se placoter, que personne intéressant. intéressant. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde.
Je peux vous en dire un autre, là, puis après ça, on changera de sujet si c'est avec vous. Moi et mon frère, Paul-Émile, mettons, on va dire, avait un garage, puis à un moment donné, son garage a fermé, puis il a commencé à travailler avec moi. Puis il y a été une période que l'Antiquité était tranquille. Donc, il n'y avait pas gros d'items qui étaient faciles à vendre, spécialement dans l'hiver, là, toutes les antiquaires étaient fermées, puis on récupérait juste des petits items. Puis je devrais dire qu'on avait de la misère à faire notre paye puis payer notre casse. Fait que là, on travaillait dans le bout de Saint-Paulin. On cognait des portes, puis on disait bonjour, puis on achetait des mini-items avec des mini-profits, tout ça, vraiment, puis c'était pénible. Puis là, j'ai une madame qui me dit, j'y demande une vieille armoire, puis elle me dit, on en a une, moi, mais elle n'est pas ici. Elle dit, elle est à notre logement à Shawinigan. Puis, là, j'ai dit, comment qu'elle est faite? Elle me dit, dans les portes, puis le monsieur, c'est son mari, me dit ça, dans les portes, il y a des X. Mais là, moi, je dois vous dire que là, ça faisait 10, 12, 15 ans, moi, que je faisais de l'Antiquité, puis des armoires importantes, avec des X qu'on appelle la Croix Saint-André, ou des points de diamant, puis tout ça, je n'en avais jamais trouvé, là, que tu fais plus que 100 ou 200 pièces de profit, là, mais tu sais, qui est extraordinaire, là, qui est le Saint Graal, on va dire, d'un antiquaire. Fait que là, moi, j'ai dit, ben, on pourrait-tu aller voir ça? Elle me dit, non, pas là, mais elle dit, plus tard, vous vous rappellerez. Fait que le lundi d'ensuite, je l'appelle, puis je dis, on pourrait-tu aller voir le... Elle dit, oui, mon mari va être à tel logement à Shawinigan, à telle place. Puis ça fait que moi puis mon frère Paul, on travaillait ensemble, on s'en va là. Puis là, il nous rentre dans un petit hangar, puis la fameuse armoire était dans le fond du petit hangar. Exactement comme elle l'avait décrit. Puis là, moi, j'ai demandé, moi, je lui avais dit que je payais X montant pour des armoires qui étaient différentes de d'habitude, avec des sculptures d'impôts, puis ça. Puis là, il m'avait dit, ben, si vous ne comptez pas de menterie, on va vous en vendre. Fait que quand arrivé là, le monsieur qui m'avait dit ça, il était avec son fils qui était policier. Un gros monsieur de 6 pieds 6, là. Là, il a dit, ben là, on est venu vous montrer ça, là. Ça a besoin de pas changer d'idée. Fait que moi, quand je l'ai vu, là, c'était extraordinaire. Tellement extraordinaire, puis tellement d'adrénaline, quand que j'ai venu pour payer, j'étais pas capable de payer. Mon portefeuille, il shakeait. C'est pas drôle, mais en tout cas. Fait que là, c'est Paul qui a payé pour moi. Il a pris mon portefeuille, il a dit, Michel, donne-moi ça, m'en payer. Puis là, les autres sont bien aperçus que je capotais, que j'étais nerveux. Puis là, il essayait de sortir l'armoire de là. Mais là, moi, j'ai enlevé les 2 portes après l'armoire. Puis le reste de l'armoire, là, je l'ai pris dans mes bras pour la sortir. Seul. 30 ans plus tard, il y a encore de l'émotion. C'était incroyable. Quand que j'ai arrivé dans mon camion, puis que là, on a avancé le camion un petit peu parce que l'armoire avait été mise dans le camion puis on l'a changé de place, j'avais tellement d'émotion que j'étais quasiment en train de détruire le dedans de mon camion. Quasiment, j'étais content. Paul, mon frère, il a dit, Michel, arrête. Asti, là, arrête, là, calme-toi. J'étais pas capable de me contrôler. C'est une autre aventure d'antiquaire. C'est bon, ça. Ben, oh, mon Dieu Seigneur. Il y a peut-être, tu sais, parce que là, on veut que, je sais que t'en as beaucoup, là. On veut que t'en restes, puis ça finira pas, on va en garder pour un autre fois. C'est une première, on veut, mais peut-être une couple d'autres questions. Puis si t'as d'autres anecdotes de même qui t'arrivent, gêne-toi pas, là. Ouais. Tu sais, là, à travers ces années-là, tu sais, il y a des gens que tu as rencontrés dans le domaine. Qui tu dirais une des personnes dans le domaine qui t'a le plus marqué? Là, je parle pas d'un mentor, là, mais je parle d'une personne qui, un des collectionneurs ou un client ou un de tes, ça peut être employé, un de tes fournisseurs, peu importe, qui tu dirais t'ont le plus marqué que t'es pas la même personne, t'as pas été le même antiquaire ou le même connaisseur d'antiquité que tu serais si tu l'avais pas rencontré? Mon Dieu, c'est une grosse question. Ben, je dirais, là, sans mensonge, là, je peux nommer, c'est certain, 25, 30 ou 50 personnes
qui ont été des exemples, qui m'ont aidé. Premièrement, mes enfants puis ma femme. Mais aussi, si on parle d'antiquaires ou de collectionneurs ou n'importe quoi, là, il y en a plein là, qui ont pris soin de nous autres de toutes sortes de façons. Puis encore aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que c'est tout. Je peux pas les nommer parce qu'ils ont eu, puis à différentes époques, ils ont eu des moments, mettons, super importants dans mes événements qu'il y a eu dans la vie. Fait que je pense que, puis aussi, il faut que je nomme, mettons, les 5, 10, 20 ou 50 fournisseurs qui ont été connectés avec nous autres au fil des ans, puis qui font partie de notre business, qui sont propriétaires des châssis, de la couverture de mon magasin et le reste. Fait que tout le monde, c'est majeur. C'est incroyable la communauté des collectionneurs ou des antiquaires qu'on a eu au Québec. Je pense que c'est la crème des gens. Puis là, je dis au Québec, mais je peux vous mentionner 5, 10 ou 20 personnes qui venaient de l'Ontario, qui ont été mes amis de business, qui ont été contents de me donner des trucs, qui ont été contents de me montrer comment marcher droite en commerçant, en échangeant, puis la même affaire des clients américains, des antiquaires passionnés comme moi je suis. On en a eu plein au fil des ans qui étaient pas nécessairement qui étaient pas juste des commerçants, mais des gens qui étaient passionnés par ce métier-là, puis qui aimaient l'aventure, puis qui étaient un peu, on va dire, game là, parce que ils avaient à développer le commerce. Parfait. Donc, je comprends que tu voulais pas répondre à la question. Des trop. Super. Fait que, ben, je sais pas comment que tu vois ça pour les prochains épisodes. Je pense qu'on jasait avant de comment on voyait ce projet-là qui était, en fait, on a jasé, il vient de naître, des derniers jours, puis là, on a profité de la visite de Michel, de mon père. Moi, j'habite au Texas, là, fait qu'il est venu visiter en congé, donc on parle jase, puis je trouvais que ça serait le fun d'organiser quelque chose du genre, là, juste pour donner aussi à la communauté, d'amateurs d'antiquité, puis peu importe, là, ces histoires-là, tu sais, ne compter 2, 3, 4, là, mais... J'ai le goût de dire, là, que, mettons, on va dire, tu sais, tous les ceux, là, qui font de la vente d'antiquité, tous les ceux qui font des marches aux puces, qui font des shows d'antiquité, tous les ceux qui vont le lundi matin, qui se lèvent pour aller rencontrer des gens, des fois des étrangers ou des fois des gens qui les ont appelés. Mais tous les ceux, là, mettons, on va dire, qui ont le guts de risquer, pas de risquer, mais qui ont la passion de partir en véhicule, puis d'aller voir des antiquités, puis de les ramener, puis de les exposer, puis de les proposer aux amateurs d'antiquités. C'est chapeau parce que OK, c'est de l'aventure, mais aussi il y a un morceau de courage d'aller affronter l'inconnu ou un morceau de courage de dire, oh, demain matin, je vais aller à Rivière-du-Loup voir si telle madame elle me vendrait son morceau que ça fait 20 ans que je veux acheter. Fait que c'est pas trop des oui, c'est pas trop des non, mais en arrière de ça, il y a des récompenses, quelques-unes que vous avez de l'excitation, des récompenses, mais quelquefois, il y a des déceptions aussi. J'ai déjà vu des fois, il m'a dit, Marco, il est sûrement, il avait le goût de me le demander. Des fois, il y a des gens qui vont nous vendre un item, puis le lendemain ou le surlendemain, les enfants vont dire, maman, papa, pourquoi tu as vendu ça? Tu avais dit que tu me le donnerais. Fait que là, ça peut arriver que les gens nous appellent puis qu'ils disent Monsieur Prince ou blablabla. Je regrette de l'avoir vendu, mon garçon me l'avait demandé. Mais mine de rien, ça peut arriver qu'on dise ben je comprends ça, puis pour être gentil, puis être comment qu'on dirait ça, donc pour être avoir une bonne éthique de travail, on va accepter OK, aussitôt que vous me repassez dans votre secteur, on va vous le ramener, soyez sans crainte, on va vous le mettre de côté. Ça fait partie mettons, on va dire, du métier d'être un peu flexible puis d'accepter que des fois les gens changent d'idée, comme dans n'importe quelle négociation. Puis il y a des fois qu'il y a des gens que pendant 10 ans, 20 ans, on arrête 2 fois par année pour dire puis est-ce que c'est le bon moment? Puis est-ce que vous avez décidé de me le vendre? Puis c'est jamais oui.
Fait que chapeau à tous ceux qui ont le guts de faire ça. Ah, puis, ben, ça me fait penser, c'est parce que c'est quelque chose qu'on entend quand même régulièrement, là. Hein? Tu dis, tu sais, les gens qui disent, les antiquaires, toutes nos antiquités, notre patrimoine a été vendu aux États-Unis ou à l'extérieur, nos beaux morceaux, Oh, ça, ainsi moi, de suite. ça, c'est une bonne question, tabarouette. Moi, j'ai mon opinion, mon avis là-dessus, c'est certain qu'il y a des items que, là, 50, 60 ans, s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient plus de passion que nous ou qui étaient plus friands de décors avec des pièces d'antiquité, de patrimoine, puis qui venaient des États-Unis ou de d'autres pays, de l'Ontario, si ces gens-là n'étaient pas venus les récupérer, peut-être qu'ils auraient fini en quelque part à Dompe ou non, sur le tas de roches ou au feu. Parce que là, 75 ans, le monde, il s'occupait pas de ça. Ça se vendait sur le palier de l'église à Lanquin pour 50 cents, une pièce, 2 pièces. Puis quand ils ne trouvaient pas à le vendre à des gens de la place, ces morceaux-là, en quelque part, ils s'en allaient à Dompe. Fait que la rumeur qui dit que les antiquités ont été dispatchées, les bons morceaux ont été dispatchés aux États-Unis ou ailleurs, c'est plus ou moins véridique. Il y a certains items qui ont parti, mais comme nous, aujourd'hui, il y a certains items qui viennent du Québec, qui sont vendus aux États-Unis dans les enquêtes, puis c'est des collectionneurs du Québec ou des antiquaires du Québec qui vont les récupérer, qui vont les racheter. Fait que c'est pas perdu. Moi, je trouve que c'est bénéfique qu'un temps, il y ait des gens plus conservateurs que nous qui aient pris la peine de les récupérer, de nous les acheter, de nous les marchander, de tous les noms que vous voulez. Puis grâce à ça, ils sont encore existants, ils n'ont pas passé au feu, puis ils n'ont pas été jetés. Fait que moi, j'applaudis une manière de parler. Il faut bien dire que les pièces de notre patrimoine, ils sont free, ils ont été aimés partout dans le monde. Il y a gros des gens qui sont fiers de posséder des armoires exceptionnelles, ça fait qu'on peut être fiers de notre patrimoine. Là, si on veut le récupérer, c'est à nous d'aller l'acheter où ce qui est présentement sur le marché. Parce que l'Antiquité, ça disparaît pas. Ça fait juste changer de demeure, changer de collectionneur ou changer de place, puis c'est représenté dans des expositions. Fait que c'est juste bénéfique le côté récupération, la mode récupération joue beaucoup pour toutes nous autres. Puis justement, si on continue dans cette veine-là, T'es un bon intervieweur, toi. Non, mais ça reste des choses on entend ça régulièrement. Je connais ton opinion, mais je veux juste que tu t'exprimes la tienne, puis il y en a d'autres qui vont penser d'autres choses. Ouais. C'est correct aussi. Puis il en reste-tu encore des antiquités au Québec? Dans ça, c'est un jeune là, aujourd'hui là, qui déciderait que lui, ça le passionne, puis qu'il aimerait ça en faire un métier. Un métier. Est-ce qu'il s'en va dans quoi qui dans le néant, dans le sens qu'il n'y en a plus, ou c'est comme ça serait quoi ton Mon opinion, moi, je pense que c'est un des meilleurs temps pour quelqu'un qui est passionné puis qui aime le commerce. C'est un des meilleurs temps présentement pour embarquer dans la roue du commerce des antiquités, des collectibles, parce qu'il y a plein de nouvelles demandes, plein de nouvelles avenues qu'on peut prendre pour récupérer des antiquités ou des collectibles ou des cartes de hockey, des cartes de baseball. Il y a plein de sujets qu'on peut collectionner ou qu'on peut présenter à des collectionneurs qui va faire que, en quelque part, on trouve notre manière de... Puis qui ne sont pas nécessairement des items qui étaient recherchés là, 10, 15 ou 20 ans, donc qui sont toujours là. Ah, ils sont là, ils sont présents, ils n'ont pas été demandés encore chez les gens, ou ils n'ont pas eu comment on dirait ça, l'attention nécessaire ou apportée, parce que nous, c'est pas ça qu'on cherchait il y a 25, 30, 40 ans. Présentement, il y a des livres de comics qui sont bons, il y a qui sont demandés puis qui sont recherchés. Puis en plus de ça, il y a tout Internet puis l'information que n'importe quelle personne qui s'en va dans le commerce des antiquités peut se fier. Et avec les recherches, n'importe quoi sur Internet, Google, ça va super bien pour trouver la valeur des items. Puis en conséquence, tu peux faire une offre qui va avec, mettons, le prix que ça vaut, puis décider certaines personnes qui veulent s'en départir, puis qui n'ont pas le magasin pour le revendre ou le détailler.
Non, c'est la meilleure temps. Ça fait différent des fois ce qu'on entend. Ouais, ouais. Oh mon Dieu. Non, non, non. Il faut être positif aussi, mais moi, je trouve que anciennement, quand quelqu'un nous appelait, puis il restait, mettons, on va dire, à 200 kilomètres de chez nous, puis il disait, hey, j'ai une succession, là, puis il y a gros des vieux meubles là-dedans, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Êtes-vous intéressé? Là, on devenait tout excité. Puis on se disait, hey, il faut que j'y aille le voir. Et tout d'un coup, quand je manque un trésor, c'est ci, puis c'est ça. Fait que là, on partait à 200 kilomètres. Ça veut dire 3 ou 4 heures de route, en auto ou en camion, pour arriver là. Puis ce que des fois, les gens appelaient des vieux meubles, c'était pas des choses qui étaient nécessairement recherchées et importantes. Aujourd'hui, en un clic, on peut demander, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos. Un deuxième clic, on peut dire dans quel ordre de prix vous pensez vendre ça. Troisième clic, on peut dire d'accord, je l'achète et je vais vous donner un dépôt ou non, merci, offrez-le à quelqu'un d'autre. Donc, c'est extraordinaire l'époque qu'on est, la technologie et tout ça. Je sais pas si là, ça ne fait pas 45 minutes, je sais pas, mais moi je pense qu'on devrait peut-être On va s'en garder pour une autre fois. Regarder, comme ça pas trop long. C'est une première, c'est un essai. On va voir si les gens sont intéressés, si ça vous tente que ça se fasse. Le plan qui a été discuté, c'est que Michel invite d'autres personnes qui viennent raconter les choses à Michel ou avec Michel, puis qu'ensemble, un peu comme deux chums de domaine, là, que ce soit des collectionneurs, d'autres pickers, des plus anciens, des plus jeunes, pour avoir ces histoires-là. Ben, t'as-tu quelque chose d'autre à me dire? Ou Ben, dans le fond, tu vois ça, toi, pour la suite de ça? Ben moi, je pense que, mettons, on va dire, chaque personne qui a été commerçant là, au fil des ans va avoir sûrement des anecdotes à compter. Mm-hmm. Puis, ça va être juste le fun de savoir que, exemple, aux alentours de Victoriaville, un temps, il y avait 75-80 pickers ou gens qui vendaient, qui vivaient de l'Antiquité en commerçant, en achetant, puis tout le kit. C'est pour ça qu'un temps, ça s'appelait la route des antiquaires. Mm-hmm. Sûrement qu'on va découvrir vers Québec qu'il y avait un autre réseau qui était important, qui avait plusieurs noms que moi je connais, que je pourrais vous mentionner, des Monsieur Fortin, des Monsieur Jacques Gilbert, des Monsieur Leclerc. Il y a plein de pickers qui étaient dans cette région-là qui ont aidé à sauver le patrimoine dans ce secteur-là. Dans le coin de Montréal, c'est certain que c'était exponentiel. Sûrement s'il y a une chance d'interviewer ou de placoter avec du monde de bout de Montréal. Je pense que ça serait le fun. Ouais. Juste pour dire un peu comment ça procédait à récupérer des antiquités autrefois, ça va peut-être être le fun que le monde sache que dans la vraie vie, il fallait que quelqu'un se lève le matin avec un camion, puis qu'il aille se présenter chez des gens, puis qu'il offre ses services pour transporter des antiques, puis les présenter au marché qui existait. Fait que c'est ça qu'on veut juste partager. Bon, ben, c'est parfait. Fait que, comme on disait, là, c'est une première prochaine émission. Ben, c'est Michel qui en prend en charge. Là. Aujourd'hui, je l'aidais. Peut-être que je vais continuer à l'aider à distance à ce moment-là, ou ça va être un de mes frères qui va prendre la relève. Parce qu'on est quand même 6 enfants. Là, donc j'ai 4 frères puis une sœur. Ou ça va être... peu importe. Michel lui-même, on fait ça de façon super relaxe. C'est vraiment du jasage, rien vraiment préparé, juste des petites lignes directrices pour qu'on ne voulait pas vous ennuyer pendant 45 minutes. Fait que, sur ce, c'est cool, ça. On terminera ça là. Fait que, le titre, comme j'ai dit au début, là, c'est Si tu me racontais, passionné d'antiquité. Ça va être le titre du podcast. On va essayer de le mettre en ligne, partager sur le site Facebook d'Antiquité Michel Prince, mais probablement sur Spotify, Apple Podcasts, puis YouTube, peut-être. Puis, aussi, je fais penser là, que probablement que mettons, les autres qu'on va placoter avec, là, c'est certain que ils vont vous raconter des morceaux d'histoire qu'il y a eu, mettons, on va dire, qui commerçait, puis comment ça se passait, puis il y a plein d'histoires là, qui s'en viennent, qui vont décrire un peu comment ça que les antiquités arrivent dans un magasin d'antiquités.
de où est-ce que ça vient, ça? Comment que vous récupérez ça? Puis comment ça se fait que tel domaine est si fort? Puis pourquoi que c'est si demandé? Fait que bientôt, vous allez avoir d'autres réponses à ces questions-là qui nous sont demandées souvent. Où est-ce que vous prenez tout ça? Puis comment vous faites pour récupérer ça? Mais c'est avec plaisir qu'il va y en avoir qui vont vous dire, on fait ça de telle façon, on va de telle façon. Puis aussi, tu sais, de savoir des gens qui ramassent ou qui collectionnent, d'où ça vient cette passion-là. Oui. Comment ça que ce soit un qui, c'est des rabots, puis l'autre, c'est des lampes à l'huile, puis l'autre, c'est... La semaine passée, j'en ai vu un monsieur, il collectionnait, il y avait 500 bouchons, openers de bouteilles de vin, là, comment on appelle ça, des tire-bouchons. Il y avait 500 différents tire-bouchons de bouteilles de vin. Ça m'était même mis l'idée. Fait que c'est pour dire que ça peut arriver qu'on ait du fun à côté de ça. Mais en tout cas, moi, je trouve, tu sais, que c'est le fun d'entendre ces histoires-là. C'est le fun aussi d'entendre parler de l'autre génération avant par la génération actuelle. Non, mais c'est que si aujourd'hui, on prend pas le temps de ramasser ça puis de mettre ces gens-là ensemble. Ouais. Ben, tu sais, M. Gendron, puis en tout cas, tu sais, M. Baudouin, puis ainsi de suite. Ben, la nouvelle génération, mettons mon âge est dans le milieu quarantaine, mais les plus jeunes que moi, ils n'auront pas vu cette manière-là. Ils n'ont pas entendu ces histoires-là, ils n'auront pas entendu nécessairement tout ça. Puis je trouve ça le fun que ça se transfère, puis que les gens se rappellent que, OK, pour le centre du Québec, oui, deux fois Victoriaville, Saint-Eulalie à un autre moment, ont été des plaques tournantes, puis il y avait des 40-50 camions d'antiquaires qui venaient d'un peu partout pour venir s'approvisionner ou pour venir vendre là. Puis, tu sais, je parle à mes enfants aujourd'hui, ils n'ont pas vécu ça. Non. La façon qu'on l'a vu, nous, ça s'est transformé, comme tu l'expliques un peu. Fait que sur ce, en espérant que le son était bon. Là, on est allé avec l'équipement de base avant pour voir comment ça allait. Puis non, ça changera pas. Ça va peut-être empirer le son. Habituez-vous à nous écouter. Allez, on va merci beaucoup. Salut. Bye, merci de votre temps d'écoute. Puis on espère que vous avez aimé ça. Laissez-nous des commentaires si vous avez aimé ça. Si vous voulez qu'il y en ait d'autres. Puis ça va encourager aussi les gens à venir voir Michel s'ils voient qu'il y a de l'intérêt. Puis c'est le fun. Ouais. Et merci. À plus.